Bonjour Jonas Haddad. Bonjour, merci de votre invitation. Soyez le bienvenu. Dans un instant, on parlera de la lutte contre l'entrisme islamiste avec la proposition de loi version Bruno Retailleau. Juste avant, quand même, parce qu'on en parle beaucoup, ce rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui est désormais accessible. Il a été dévoilé ce matin. Il comprend bien sûr les préconisations de Charles Aloncle, son rapporteur. Il a été vivement critiqué, notamment par le Premier ministre qui a estimé que le rapport passait à côté de l'essentiel. Écoutez comment Charles Aloncle a réagi à ces propos. Il était sur BFM TV ce matin. Je soupçonne fortement de ne pas avoir lu le rapport puisqu'il a été publié il y a à peine une heure ou une heure et demie. Le site de l'Assemblée d'ailleurs a craché, donc il y a eu tellement de demandes qu'il n'est même plus à même d'assumer la publication de ce rapport, ce qui montre aussi, ce qui témoigne de l'intérêt des Français. C'est la première fois, je crois, que le site de l'Assemblée nationale est en telle rupture qu'il n'arrive même plus à le diffuser, donc je soupçonne notamment Sébastien Lecornu qui a une réponse et une réaction assez prompte. En fait, le rapport fait près de 400 pages, il est très dense, il y a près de 80 recommandations. Je ne l'ai transmis à aucun autre journaliste, donc il a été publié simplement ce matin, il y a moins d'une heure. Il y a une réaction quand même assez rapide, assez politique du Premier ministre. Est-ce que vous pensez, Jonas Haddad, comme Sébastien Lecornu, que c'est une occasion manquée, ce rapport ? Non, je pense que c'est une occasion réussie parce que lorsqu'on est dans l'état de nos finances publiques, qu'on voit qu'on dépense beaucoup pour l'audiovisuel public, 4 milliards d'euros, il était nécessaire que les Français savent ce qu'on fait avec leur argent. Et savent si, par exemple, l'obligation de neutralité dans le service public était respectée. Et force est de constater qu'avec ce rapport, ça n'est pas le cas. La représentation, par exemple, excessive de personnes qui sont issues de la gauche et de l'extrême gauche, à la fois dans les invités ou dans les instances dirigeantes d'un certain nombre d'organismes, on l'a bien vu, était un problème. Deuxièmement, les dépenses incontrôlées, inconsidérées et le déficit chronique annoncé par des syndicalistes même à l'occasion de ces auditions, c'était nécessaire. Voilà. Et donc moi je pense que toute la transparence était nécessaire. Après c'est toujours la même question, c'est on peut pointer le diagnostic et puis après il y a des remèdes qui sont des remèdes différents. Alors j'allais vous poser la question, est-ce que les préconisations de Charles Aloncle vous satisfont-elles ? Alors moi j'ai cru comprendre que même au sein de sa famille politique, ces préconisations ne faisaient pas l'unanimité. C'est-à-dire que lui il ne propose pas de privatiser tout l'audiovisuel public, il propose de privatiser une partie. Moi, je pense que fusionner des chaînes. Moi, je pense que comme dans n'importe quelle organisation publique, doit se poser la question de resserrer le budget parce que nous sommes dans une crise de la dette. Donc d'abord, oui, l'objectif de resserrer le budget est nécessaire. Et deuxièmement, nous sommes dans le service public et comme dans le service public de l'éducation, de la police, de la justice, le service public de l'audiovisuel doit avoir de la neutralité. C'est comme ça, c'est la loi, c'est les textes. Et ceux qui ne respectent pas les textes doivent être sanctionnés. Je vous prends un exemple. Hier, lorsqu'on regarde la cérémonie des Molières, est-ce que vous pensez fondamentalement que les gens qui ont regardé la cérémonie des Molières, avec cet angle politique et militant qui était donné à cette manifestation, se disent que finalement l'argent public est bien utilisé? Non, ils ont l'impression qu'il y a une petite caste qui capture l'argent public pour essayer de faire passer un message politique. Et je ne pense pas que ce soit le rôle de l'audiovisuel public de faire passer un message politique. Vous l'avez dit vous-même, cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public, elle était nécessaire parce que c'est aussi l'argent des Français, parce qu'on est dans un contexte budgétaire tendu. Est-ce que vous comprenez qu'au plus haut sommet de l'État, à savoir le Premier ministre, qu'on critique aussi vigoureusement cette commission d'enquête et ce rapport ? J'ai l'impression que ce qu'on critique, c'est plutôt le messager que le message. C'est-à-dire que si c'était quelqu'un, je pense, qui était issu des rangs de la majorité macroniste, le message serait bien passé. Donc voilà, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut récupérer dans ce rapport qui fait en sorte que ce soit bénéfique pour l'ensemble des Français. En tout cas, chez les Républicains, c'est comme ça que nous le concevons, c'est de dire, peu importe le messager, il y a un message qui est important, il faut regarder ce qu'on peut trouver de bon dans le message qui est porté. Et parmi les recommandations, quelles sont celles qui ont vos faveurs chez les Républicains ? Alors vous voyez, le rapport est sorti ce matin. Et les donc, 400 pages. Voilà, ouais. les 400 pages. Vous n'avez pas eu le temps de vous y plonger ? Non, mais voilà. Non, mais on connaît quelques mesures. Il faut analyser ça sérieusement parce que c'est comme des grands enjeux et que vous avez quand même 4 milliards d'euros. C'est quand même compliqué de répondre à quelque chose qui a un enjeu de 4 milliards d'euros. Et puis le travail parlementaire va le faire. Mais vous voyez, on avait dit, et ce Premier ministre-là, Sébastien Lecornu, avait dit « Je suis un Premier ministre dans la main du Parlement ». Eh bien, il faut l'accepter. Voilà, le Parlement travaille. Et c'est plutôt une bonne chose
que le Parlement travaille et qu'il essaye de trouver des commissions d'enquête qui ont du sens plutôt que des commissions d'enquête qui débouchent sur rien du tout. Le Parlement travaille. Jonas Haddad, je rappelle que vous êtes porte-parole des Républicains, vice-président de la région Normandie. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, puisqu'on parle du travail des députés, il y a un vote solennel d'un texte porté par Charles Rodwell, député Renaissance, qui vise à allonger la durée de rétention des étrangers jugés dangereux jusqu'à 210 jours. Alors, les débats ont été houleux à l'Assemblée nationale, c'était entre le début d'avril et la mi-avril. Charles Rodwell a fustigé la posture de la gauche qui a cherché à tout prix à bloquer ce texte. Il était mon invité hier sur Europe 1. Jusqu'à présent, vous aviez la gauche, de la France insoumise jusqu'au Parti socialiste, qui a cherché à bloquer ce texte. LFI parce qu'ils nous ont expliqué, noir sur blanc, je n'exagère rien, toutes les comptes rendus de séance l'illustreront, Antoine Léaumont notamment, ont expliqué que ce serait l'honneur de la France de régulariser ces personnes plutôt que de les enfermer. Je rappelle à nos auditeurs que nous parlons ici de personnes qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme sur le territoire français. Nous parlons de personnes qui sont des violeurs, des assassins, d'auteurs de faits de séquestration et de torture aggravée et d'atteinte à la personne. Ce sont ces personnes que la France insoumise veut régulariser plutôt que d'enfermer dans des centres de rétention. Jonas Haddad, est-ce que vous comprenez qu'il y ait eu autant de débats, d'invectives sur ce texte, sur cette proposition de loi ? Je pense qu'on doit être un des seuls pays au monde dans lequel il y a des députés de la nation qui sont élus par des Français qui considèrent qu'ils doivent être complices des faits qui sont évoqués là par Charles Rodwell, à savoir du viol, du terrorisme, etc. Enfin, je veux dire, on a un parti qui s'appelle LFI, qui est aujourd'hui un parti pour les délinquants, peuplé de délinquants. Et c'est factuel ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui mis en examen chez LFI pour des faits de racisme ou des faits de violence, et qui ont été condamnés. Je pense notamment à celui qui est impliqué, en tout cas indirectement, dans le sujet de la jeune garde. Mais lui, Raphaël Arnaud, n'est pas mis en cause directement. Par contre, il avait des assistants. Voilà, exactement. Oui, c'est assistants parlementaires. Eux ont été mis en cause. Voilà, donc les assistants parlementaires, quand on ne sait pas ce qu'ils faisaient à Lyon, alors que lui, il est député du Vaucluse, par exemple. Voilà. Et je pourrais faire une liste, je ne veux pas vous ennuyer avec ça, mais ça veut dire que c'est des gens qui se construisent aujourd'hui sur la délinquance. Et moi, ce qui me choque toujours, c'est que les débats aient été houleux à gauche, parce que je pensais que là-dessus, il y aurait au moins une unanimité avec la gauche républicaine. Et en fait, on voit bien que la gauche républicaine est infectée par par cette pensée LFiste qui consiste à dire que finalement, tout se vaut et que même des criminels dangereux ne doivent pas être enfermés, quoi. Je veux dire, on ne devrait même pas avoir à le rappeler. On l'a compris, les Républicains vont voter pour parce ce qu'il texte. est coporté le texte. Ouais. C'est Rodwell et Michel Barnier. Oui. Et donc, voilà, des Républicains. Donc, voilà. Donc ce texte va être, et il devrait passer d'ailleurs aujourd'hui. Pour autant, est-ce qu'il est vraiment utile pour protéger les Français ? C'est-à-dire que, est-ce que si on n'a pas obtenu un laissez-passer consulaire pour renvoyer ces individus jugés dangereux, si on ne les a pas obtenus dans les premiers jours, est-ce qu'on pourra les obtenir dans un délai de 210 jours ? Et qu'est-ce qui se passe au bout de 210 jours si jamais on n'a pas obtenu ce laissez-passer ? Oui, ce sera utile parce que, par exemple, il y a certains pays qui font de la rétention, comme l'Algérie, mais comme d'autres. Et donc, en fait, si vous voulez, le temps diplomatique, c'est un temps dans lequel on ne peut pas laisser les gens dehors. Donc, si à un moment, il y a un pays qui nous dit « bah non, ou oui, ou peut-être », et ce qui arrive dans plein de pays autocratiques dans lesquels on n'a pas de réponse très claire, il faut qu'on ait du temps pour faire le bras de fer avec eux, leur dire « vous reprenez cette personne qui est dangereuse et qui a atteint aux intérêts de nos concitoyens ». Donc ça, c'est un premier point, donc c'est utile. Après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait après les 210 jours ? Ça, c'est évident. Et là-dessus, il faut avoir des positions diplomatiques très fortes, beaucoup plus fortes que celles qui sont prises actuellement par le gouvernement, et chacun son travail. C'est-à-dire que, si vous voulez, les magistrats, ils appliquent des lois. Donc ces lois ne permettent pas aujourd'hui de détenir longtemps quelqu'un qui a fait du mal à nos concitoyens. Il faut qu'ils puissent le faire. Il faut qu'ils en aient la possibilité légale. Mais les CRA, les centres de rétention administrative, ne sont pas pour autant des prisons aussi. Ça pose un autre problème. Est-ce qu'il y aura les mêmes conditions de sécurité ? Non, alors il n'y aura pas forcément les mêmes conditions de sécurité, mais ça s'appelle un centre de rétention administrative, et donc au sens juridique du terme, ce sont des endroits privatifs de liberté. Donc voilà, ces personnes-là n'ont pas vocation à se balader pour faire du mal encore à d'autres jeunes personnes, ou à des personnes plus âgées d'ailleurs, peu importe. Mais vous savez, on appelle ce projet de loi, en tout cas cette proposition de loi, la proposition de loi philippine.
parce qu'il faut quand même en parler. Ils ont du mal à le dire, les prénoms de ces martyrs à gauche, de ces gens qui ont été massacrés, des jeunes qui ont été massacrés par des personnes qui ne devraient pas être sur notre territoire. Si vous voulez, on a suffisamment de délinquants dans notre pays pour accepter des délinquants d'autres pays. Et des gens qui sont en situation de maladies psychiatriques ou d'autres sujets. On a déjà suffisamment notre part de folie dans ce pays pour accepter la folie des autres pays. Comment lutter contre l'entrisme islamiste à la suite du rapport contre les frères musulmans? C'était l'année dernière qui a fait grand bruit. Bruno Retailleau a proposé une loi qui arrive aujourd'hui devant le Sénat. Elle est concurrencée par un projet de loi pour lutter aussi contre l'entrisme islamiste porté cette fois par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Quel est le texte le plus efficace, Jonas Haddad? Bon, ça ne va pas vous surprendre que je dise que c'est celui de Bruno Retailleau. Pourquoi? Parce que... Non, mais expliquez justement ce qui se passe, parce que les Français n'ont peut-être pas comprendre pourquoi il y a une proposition de loi et un projet de loi pour un sujet qui est majeur. Bon, d'abord parce qu'on voit bien que, et tant mieux, si les bonnes idées sont partagées, on voit bien que Laurent Nunez essaye de faire de l'anti-Retailleau depuis qu'il est arrivé à Beauvau. Donc ça montre bien que le passage de Bruno Retailleau a marqué. Deuxièmement, d'où ça vient cette histoire? Bruno Retailleau est au courant d'un rapport sur les frères musulmans et sur leur entrisme dans notre société française, à la fois dans nos institutions, dans les écoles, dans les universités et dans les conseils municipaux. Il demande de déclassifier ce rapport pour pouvoir en faire quelque chose. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de donner des outils juridiques, mécaniques. On parlait tout à l'heure des magistrats qui n'avaient pas d'outils pour cet entrisme-là. On peut parler aussi de l'éducation nationale ou des associations dans lesquelles ils ont besoin de se baser sur quelque chose pour expliquer voilà la sanction que je vais prendre. On a toujours besoin d'un texte pour appliquer une sanction. La différence fondamentale qu'il y a entre les deux approches, c'est de dire que d'un côté, Bruno Retailleau, je dirais, il reste sur le couloir de l'entrisme islamique, mais dans le projet de loi qui est proposé par Laurent Nunez, on perçoit une volonté d'élargissement et d'en même temps, puisqu'on utilise à ce moment-là le terme de séparatisme et qu'on y met par exemple, potentiellement, le séparatisme basque ou les groupuscules d'ultra-droite. Vous voyez, et donc en fait, on fait un grand gloubi-boulga. Et ce grand gloubi-boulga, j'ai peur qu'il loupe la cible. La cible, c'est ce rapport sur l'entrisme islamiste, pas le reste. On aura d'autres occasions de parler du reste. Mais l'idée, c'est pas de louper la cible. Donc voilà, je pense que l'approche de Bruno Retailleau, elle est plus nette. Elle cible plus l'entrisme islamique et les frères musulmans la notamment. La droite, c'est une ligne droite. Voilà, donc au moins c'est clair, quoi. Voilà. Oui, mais certains y voient aussi un marqueur d'entrée en campagne pour Bruno Retailleau. Manière d'afficher ses valeurs. Peut-être, et alors? Je trouve ça très bien. Et alors, pourquoi ne l'avoir pas fait, j'allais dire, jusqu'au bout? C'est-à-dire que le projet de loi porté par Laurent Nunez est en ce moment en examen au Conseil d'État pour essayer de bien le ficeler, on va dire, qu'il n'y ait pas de problème. Pourquoi ne pas le faire ainsi pour cette proposition de loi, pour qu'elle ne soit pas retoquée? Ça c'est de la technique, je dirais, parlementaire. Mais oui, mais qui a son importance si on veut que le texte aille jusqu'au bout. Oui, bien sûr. L'idée, c'est que ce texte passe dans l'intérêt des Français et qu'il ne soit pas dévoyé en essayant de parler de séparatisme. Vous savez, ce terme de séparatisme, c'est un terme qui a été inventé pour éviter de parler d'entrisme ou éviter de parler de communautarisme. C'est-à-dire qu'on a essayé de changer les mots pour changer les choses. Et comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Et là, on nomme mal les choses. Donc ce que nous voulons simplement faire, c'est dire, voilà, c'est très clair, il y a aujourd'hui des organisations qui sont issues des frères musulmans, qui menacent la cohésion républicaine. Et donc nous voulons faire en sorte de pouvoir les combattre par des textes qui existent pour donner des leviers. Tout le reste, c'est des diversions. Voilà. Donc on ira jusqu'au bout pour faire en sorte que ce texte soit appliqué, on l'espère avec le soutien du gouvernement, puisque fondamentalement, le gouvernement, en l'occurrence, court derrière Bruno Retailleau. Je préfère que ce soit dans ce sens-là. Alors, parmi les mesures, il y a bien sûr la question de la dissolution de certaines associations. Est-ce que, on le voit, on dissout certaines associations et puis elles renaissent de leurs cendres d'une autre manière? Est-ce que c'est vraiment une mesure efficace pour lutter contre l'entrisme? Oui, quand même, parce que si vous voulez, d'abord, quand vous avez une dissolution d'une association, c'est plus compliqué, par exemple, d'être bancarisé. C'est plus compliqué de pouvoir demander des autorisations de réunion ou de manifestation. Donc oui, ça a des conséquences. Après, le vrai sujet qu'on aura, c'est au niveau européen, parce que vous prenez certaines organisations islamistes qui ont été, dont la dissolution a été prononcée en France, qui après essayent de se remettre au niveau européen. Donc après, et infusent leurs idées aussi depuis ces autres pays, bien sûr. Notamment au niveau de la Commission européenne. Et c'est là où le travail, par exemple, de François-Xavier Bellamy, qui a été de dire
On le fait beaucoup au niveau national, faisons-le au niveau européen, parce qu'en fait, fondamentalement, c'est une stratégie, ça porte bien son nom, d'entrisme. Et l'idée, c'est de dire, chacune des institutions de notre République peut être rongée par ce mal qui s'appelle l'islamisme. Jonas Haddad, porte-parole des Républicains, vice-président de la région Normandie et l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. Je voudrais vous faire écouter Sylvie Godard. Sylvie Godard, c'est la mère de Christophe Glaise. Elle était au micro de France Inter ce matin. Elle est revenue sur la décision de la famille du journaliste de retirer son pourvoi en cassation et de demander la grâce du président Tebboune. On reprend la parole aujourd'hui parce que c'est très important. Nous avons pris une décision, la famille, que Christophe puisse retirer son pourvoi en cassation. Et donc, il s'en remet totalement à la clémence du président Tebboune. C'est un acte très fort, symbolique. Et vraiment, on apprécie que le président Tebboune puisse réaliser qu'il faut maintenant la grâce pour Christophe. Alors, je rappelle que Christophe Glaise, journaliste français, a été condamné à 7 ans de prison. Il est actuellement détenu en Algérie. On en est là, donc, à attendre une grâce du président Tebboune. Vous y croyez, Jonas Haddad ? Lorsqu'on est choqué par ce qu'on entend, parce que c'est choquant de devoir en attendre aux bonnes grâces d'un régime comme le régime algérien, on se demande si c'était pertinent de nous traiter de maboule il y a quelques jours de la part du président de la République. J'allais y venir. C'est ça qui nous rend maboule. Et d'ailleurs, la majorité des Français sont maboules de cette situation. Ils deviennent fous. Entendre quelqu'un de la famille de Christophe Glaise se dire d'être obligé de renoncer à son innocence. Parce que qu'est-ce qu'il a fait à part écrire un papier sur un club de foot et demander la grâce présidentielle. Enfin, on a l'impression d'être revenu au Moyen-Âge. Notre pays est une grande puissance. Nous n'avons pas à quémander la clémence d'une autre puissance par rapport à un de nos concitoyens qui est emprisonné sans aucune raison. Et moi, ça me fait mal au cœur, mais en même temps, je comprends la famille. Ce qu'ils veulent, c'est que Christophe Glaise revienne. Donc vraiment, je respecte leur décision. Mais c'est une décision qui est personnelle. La décision politique, c'est de se dire, cela n'est plus tolérable. Ce que l'Algérie applique à Kamel Daoud, qui a simplement écrit un bouquin, ce que l'Algérie applique à Christophe Glaise. 3 ans de prison. Voilà, ce que l'Algérie applique à Boualem Sansal, mais c'est une honte. Et j'entends matin, midi et soir, sur toutes les émissions, sur les chaînes d'infos, nous parler, potentiellement, les États-Unis ne sont plus nos alliés, et Donald Trump, etc. Peut-être. Mais est-ce qu'on entend matin, midi et soir parler de l'Algérie, qui est un pays qui nous insulte, dans lequel on vient de rétablir quand même dans l'hymne national un couplet anti-français, dans lequel on emprisonne nos concitoyens, dans lequel on expulse nos diplomates et dans lequel, régulièrement, on n'accepte pas des gens qui sont des terroristes. Qu'est-ce qu'il faut de plus ? À un moment, il faut se faire respecter dans la vie. Et ce n'est pas une question de droite ou de gauche ou de macronisme. C'est une question de l'intérêt national. Nos concitoyens ne doivent plus être menacés par un pays qui vit sur la rente mémorielle et qui, au lieu de se construire par soi-même, a décidé en permanence d'insulter les Français. Donc moi, c'est très simple. Quand il y a un pays qui insulte mon pays, eh bien, je ne suis pas accommodant. Voilà. Et c'est comme ça qu'on conçoit les choses. Et c'est bien pour ça qu'on s'appelle les Républicains. Mais la ligne de fermeté prônée par Bruno Retailleau n'a pas eu d'effet, les effets escomptés non plus. Et c'est l'Allemagne qui a permis la libération de Boualem Sansal. Alors la question, c'est toujours de savoir, est-ce qu'on préfère perdre à genoux ou temporairement perdre en étant debout ? Voilà. Je pense qu'en la matière, il faut tenir. Et il faut tenir, et la ligne qu'on évoque, elle n'a pas duré très longtemps d'abord, puisque Bruno Retailleau n'est pas resté très longtemps à Beauvau, et puis surtout, elle était contestée de l'intérieur même par le président de la République lui-même. Alors que si nous avions eu un moment, le ministre de l'Intérieur et son président qui expliquent à l'Algérie que la fête est finie, c'eût été terminé. Je vous prends un exemple. On dit la ligne de Bruno Retailleau n'a pas marché. Est-ce que quelqu'un connaît le nom du ministre de l'Intérieur algérien ? Personne. Moi, je le connais, mais les gens ne connaissent pas. Dans un pays, le patron, c'est le président. Dans un pays, le patron, c'est le président. Et comme notre patron, qui s'appelle Emmanuel Macron, ne fait pas preuve de fermeté vis-à-vis de Tebboune, eh bien, Tebboune se dit, le patron est faible. Et donc, comme le patron est faible, je continue. Donc moi, je ne veux pas que notre pays soit à genoux, je veux que notre pays soit debout. Mais il paraît que les relations apaisées permettraient d'avoir plus de laissez-passer consulaires là, ces derniers temps, ces derniers jours. Ah bah c'est beau, on est passé de 0 à quelques dizaines, franchement quelle réussite. Voilà. Alors, par contre, à côté de ça, on expulse nos diplomates, on nous insulte dans l'hymne national, on retire le français des écoles,
On fait en sorte aussi de ne pas renvoyer les personnes algériennes qui sont dangereuses. On en parlait au début de l'émission. Et je pourrais continuer. On continue à nous. Avec ce nouveau candidat sur la ligne de départ, Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, Jean-Philippe Tanguy du RN qui a réagi à cette candidature. Écoutez-le. Moi, je retiens surtout que M. Mélenchon avait dit qu'il fallait le remplacer, et puis finalement, il s'est autodésigné. Vous voyez, c'est quand même très choquant ces images. On voit quelques dizaines de personnes nommées par le Soviet suprême qui élit M. Mélenchon au terme d'une procédure où on a demandé à l'oral s'il y avait une autre candidature et à l'oral s'il était désigné. Je pense que là, on est plus proche de Fidel Castro que de Jean Jaurès. Jean-Philippe Tanguy qui s'exprimait ce matin sur TF1. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est le meilleur espoir de la gauche à la présidentielle ? En tout cas, il a réussi à dominer la gauche, à imposer son narratif, un narratif qui est fait de violence, de contestation des organes démocratiques. Je rappelle quand même qu'il a agressé des policiers qui sont venus le perquisitionner, que régulièrement, à la manière de Jean-Marie Le Pen, il fait des jeux de mots sur des gens qui ont des noms à consonance juive, que ses soutiens considèrent que la violence fait partie de la politique. On parlait tout à l'heure de Raphaël Arnaud, mais on pourrait parler de Rima Hassan. On pourrait également parler de ce qu'on a vu, ces scènes effroyables dans lesquelles des maires LFI ont été élus et qu'ils ont chassé avec les gens autour d'eux des maires qui n'étaient pas de leur bord politique. Donc c'est ça LFI. Ce n'est pas simplement un monsieur qui en est à sa 4e élection présidentielle et qui parfois a l'air sympathique. C'est un monsieur qui a théorisé la réintroduction de 2 sujets dans la politique française. D'abord la violence et deuxièmement la racialisation de nos rapports. Quand il dit aux gens « vous qui êtes tout blanc, tout moche », qu'est-ce que ça veut dire ? Quand Rima Hassan fait un tweet dans lequel elle met des maires et lorsqu'ils sont tous de couleur noire, elle met la fierté des nôtres. Ça veut dire quoi des nôtres ? Qui sont les vôtres ? C'est quoi la nouvelle France ? Qui fait partie de la Nouvelle-France, qui n'en fait pas partie. Il a défini sur TF1 dimanche soir une version moins racialiste de cette Nouvelle-France. Non, ils utilisent régulièrement le terme de racisme. C'est plutôt une question de génération, c'est ce qu'il a dit dimanche soir. Bien sûr, en fait c'est très simple, il envoie toujours un mot, une provocation et après il amodit la provocation. Pourquoi ? Ceux qui sont les plus radicaux se disent « Ah bah Mélenchon, c'est notre leader » et après, il va essayer de draguer le centre-gauche. Et vous le voyez bien, le centre-gauche, très souvent, tombe dans le panneau en faisant ce qu'on a appelé, nous, chez les Républicains, les accords de la honte. Ils ont passé 2 fois les accords de la honte, à l'occasion des municipales et à l'occasion des législatives. J'espère que cette fois-ci, ils ont vacciné au PS, mais je ne suis pas sûr.